La PS5 fête ses 2 ans d'existence déjà. Il y aura pas de musique d'anniversaire, je vous préviens tout de suite. 2 ans. C'est fou comment, plus on vieillit, plus le temps passe vite. À 10 ans, quand je devais attendre 2 ans la sortie d'un jeu, ça me semblait être une éternité. T'avais le temps de grandir, de changer 2 fois de classe. Enfin, si tu redoublais pas. Alors qu'aujourd'hui, à 8 ans, un jeu se fait repousser 2 ans de plus. Bon les couilles frère. À l'échelle de la vie d'une console, c'est quoi 2 ans? Ben ça dépend, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va comparer les 2 premières années de la PS5 avec celles de la PS4. Pour la petite histoire, à l'époque j'avais chopé ma PS4 Day One, et tous les quelques mois je faisais un bilan en vidéo de mon expérience dessus, en parlant des jeux qui sortaient ou qui m'avaient marqué. Et je vais vous les rediffuser là, vu que c'est hyper intéressant à regarder avec du recul pour voir si la PS5 a fait mieux. Parce que bien des années plus tard, c'est facile de faire des commentaires. Souvent on a tendance à oublier la réalité de l'époque, à l'idéaliser ou retenir ce qui nous arrange sans forcément s'en rendre compte. Mais là, c'est les vidéos de l'époque, ancrées dans le réel, et pas sur la base de mes souvenirs. Alors soyez indulgents, c'est des vidéos qui ont presque 10 ans. On commence avec un premier bilan de la console le jour de son premier anniversaire. Salut à tous, c'est RM. Voilà maintenant 1 an qu'on est passé à la next gen. 1 an déjà que je joue assez occasionnellement à ma PlayStation 4. Ben ouais, faut le dire, c'est pas encore trop la joie. Quasiment tous les jeux dessus sont aussi sortis sur PS3 ou 360. Et quand t'as vu la gueule des exclus, Killzone 4, un FPS des plus quelconques, Knack, le meilleur jeu du monde, Infamous Second Son, rien de bien ouf non plus, Drive Club, 1 an de report et la version gratuite PS Plus annulée, et tout le monde s'accorde à dire qu'il pue du cul. Et c'est tout. Mais alors il lui reste quoi à la PS4? Eh oh Jamy. C'est juste une grosse boîte à jeux indépendants. Et j'en ai bouffé putain entre les jeux offerts avec le PS Plus et ceux que j'ai achetés sur le store. Du coup, vu que j'aime bien ça depuis ma dernière vidéo, je vous fais un top 5 juste pour le fun des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer sur la PlayStation 4 cette année. Je cherche Jamy, je cherche. Stick It to the Man, un jeu de plateforme et d'énigmes où il y a plein de gens avec des problèmes qu'il faut résoudre, un peu comme la quête des échanges d'objets dans Zelda. Tu peux lire dans les pensées des personnages et les dialogues sont plutôt marrants. Une bonne surprise bien atypique. Resogun, le shoot 'em up du lancement exclu PS4. C'est fait par les mêmes gars que Super Stardust HD que j'avais adoré, plus que Resogun au passage, mais c'est quand même un bon jeu de scoring. Ça pète de partout, il y a du challenge, mais c'est réservé aux fans du genre. Outlast, ah là là, c'est un survival horror où t'as pas d'armes et tu dois tout le temps fuir tes ennemis. Un soir j'ai ramené des potes chez moi et on y a passé toute la soirée en condition, dans le noir et tout, et on a flippé nos draps. Enfin surtout au début parce qu'après on s'y fait. Et j'en garde un putain de souvenir. Mais je pense que j'aurais pas kiffé à ce point si je l'avais fait tout seul. C'est répétitif mais l'ambiance est juste énorme. Et sinon toujours dans l'horreur je vous conseille Peachy, c'est une démo gratuite sur le PlayStation Store. The Binding of Isaac Rebirth. Et ouais, il est cool ce jeu. C'est une succession de donjons à la Zelda 1, avec des tonnes et des tonnes d'objets, d'améliorations et de secrets cachés partout. Les parties peuvent durer une demi-heure environ, et elles sont toutes différentes grâce à la génération aléatoire des niveaux. Ça devient vite super addictif, on va aller de plus en plus loin, et c'est jouissif quand on y arrive. J'aurais presque pu le mettre numéro 1. Mercenary Kings, un run and gun avec de l'exploration et de la collecte de matériaux pour améliorer ses pièces d'équipement et ses armes. C'est assez complet dans ce qu'on peut faire et le niveau de difficulté est plutôt élevé. Du coup il est déroutant au début, moi-même j'ai galéré à m'y mettre, mais une fois qu'on a compris les mécanismes du jeu, c'est super plaisant à jouer. Il y a énormément de références à d'autres jeux, comme Metal Gear Solid pour les conversations radio, Gears of War pour le système de rechargement, et bien sûr Metal Slug dans le design, mais détrompez-vous, ça a vraiment rien à voir. En plus les musiques sont stylées, la durée de vie est très bonne, le tout petit côté RPG permet pas mal de customisation, et on peut y jouer à plusieurs. C'est pas un jeu parfait, hein, loin de là, il y a plusieurs trucs relous comme les temps de chargement, les boss qui se téléportent tout le temps, les dialogues et l'histoire qui servent à rien, les allers-retours dans les zones, les ennemis qui réapparaissent constamment. Mais de tous les jeux auxquels j'ai joué sur PS4 cette année, ça reste mon coup de cœur. Vous l'aurez compris, rien de bien fameux pour l'instant sur la PlayStation 4. Faut juste attendre que ça vienne petit à petit, ça devrait pas trop traîner je pense. En soi c'est une bonne console, et il y a de bonnes fonctionnalités qui sont déjà apparues dessus cette année, donc ça laisse présager du bon pour l'avenir. Retour dans le présent. Je trouve ça marrant d'entendre la PS4 c'est une machine à jouer à des jeux indépendants. Parce que c'est exactement ce qu'on disait de la Switch la première année. Le temps que les développeurs arrivent avec des nouvelles productions originales, on avait surtout des portages de petits jeux rapides et faciles à porter. Sur la PS4, c'était déjà le cas. Mais on peut dire que la PS5 y a échappé grâce à la rétrocompatibilité. Dès les premiers mois, on a eu des grosses productions dessus, du multi-support et des exclus. Mais le plus souvent, c'était surtout des versions 60 FPS de jeux qui sortaient aussi sur PS4.
des versions remasterisées en quelque sorte, plutôt que des vrais gros nouveaux jeux qui exploitent la puissance de la next-gen. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, les versions remaster de jeux PS3 sur PS4. Salut CRM, en ce moment je fais mes sessions de rattrapage sur les gros jeux que j'ai toujours pas fait. Et dernièrement, avec toutes les promos PlayStation Store qu'il y a eu pour les fêtes, j'ai cédé. Je me suis enfin pris The Walking Dead saison 1 et The Last of Us sur PS4. Je les ai faits et c'est les deux jeux dont je vais parler aujourd'hui. Déjà, faut le dire, ils ont plusieurs points en commun. Ils se déroulent tous les deux dans un univers envahi par les zombies, où finalement ton pire ennemi reste l'être humain. On y incarne un homme qui doit s'occuper d'une fille qui lui est inconnue au début de l'aventure, mais avec qui des sentiments forts naissent au fur et à mesure. Ces jeux mettent les relations humaines au premier plan, et surtout, leurs deux titres commencent par The. Coïncidence ? Non, ces deux jeux ont surtout une putain de réputation, et c'est sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui. Jeuxvideo.com par exemple les a notés tous les deux 19 sur 20. Comment ça c'est pas une référence? Bien sûr que c'en est une! T'imagines pas le nombre de gens qui se basent sur ces notes pour acheter leurs jeux? Et je considère que ça devrait pas être le cas. Personnellement, quand j'étais petit, j'utilisais pas internet, je pouvais pas me renseigner comme aujourd'hui sur les jeux que j'allais acheter. Alors je me basais uniquement sur la jaquette, les images et la description au dos de la boîte. C'est comme ça que naît la culture, t'es curieux, tu testes des trucs, sans savoir à quoi t'attendre. T'es content, t'es déçu et tes préférences se créent. Ensuite, tu découvres les tests professionnels. Et le jeu que t'aurais peut-être acheté quelques années plus tôt passe à la trappe dans ta ludothèque parce que ta référence t'a seulement noté 13. Alors qu'attention, un jeu dont tu te foutais commence à faire grand bruit, puisqu'on lui attribue des 18 sur 20, des 9 sur 10, et on réussit à te faire croire que c'est un indispensable. Mais toi, l'argent de la drogue t'a pas encore rendu riche, alors tu peux te prendre que 2-3 jeux cette année. Et tant qu'à faire, autant éviter les jeux de merde. Mais aujourd'hui, je trouve que jouer n'a jamais été aussi économique. Les prix des jeux sont bradés pendant les soldes des plateformes dématérialisées comme Steam notamment. Sony et Microsoft proposent chaque mois des jeux gratuits avec leur abonnement online, et je me suis surpris à jouer à des jeux auxquels j'aurais jamais joué avant, et que pourtant j'ai kiffé. Donc toi là, et tous ceux qui m'écoutaient, si vous voulez un conseil, soyez curieux, renseignez-vous, mais regardez pas les notes, et méfiez-vous de ce que certains osent appeler l'objectivité. Maintenant je vais vous donner mon opinion sur The Walking Dead et The Last of Us. Servez-vous-en juste comme d'un avis parmi tous ceux que vous avez déjà pu entendre et tous ceux que vous entendrez encore. The Walking Dead, c'est un point and click développé par Telltale qui te permet de faire évoluer le scénario en fonction des choix que tu fais, du moins sur le papier. Parce que même si t'as l'incroyable sensation d'être super impliqué dans l'histoire, tu l'influes pas tant que ça finalement. Mais soit, elle est intéressante et il y a un passage qui m'a vraiment foutu une claque. Sinon pour ce qui est de la partie jeu, on va pas se mentir, c'est pas passionnant. On fait souvent la même chose et pourtant c'est pas plus gênant que ça. Parce que le scénario arrive à te tenir en haleine pour pas que tu t'ennuies. Ce type de jeu devient peut-être redondant si tu t'attaques à toutes les séries du studio, à savoir la saison 2 de The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from Borderlands et Game of Thrones. Mais à prendre comme ça indépendamment du reste, c'est un jeu original et réussi. The Last of Us c'est très différent. C'est un jeu d'action blockbuster AAA Maxi Best of Plus. Uncharted un peu moins bourrin, c'est plus subtil, il y a des phases d'infiltration, les munitions sont limitées, il y a un tout petit côté Resident Evil 4. Et ouais, ça va, il est cool. Sans plus. Y a rien qui m'a marqué particulièrement, mais je me suis pas ennuyé en le faisant contrairement à d'autres jeux du genre. J'en garde un bon souvenir, mais pour moi c'était clairement pas la baffe dont beaucoup parlent. La relation entre le héros, Joel, et la fille dont il s'occupe, Ellie, a beaucoup été mise en avant, mais j'y ai pas été très réceptif malheureusement. Quoi qu'il en soit, c'est quand même deux jeux que je pourrais pas déconseiller, mais comme pour tout, faites-vous votre propre avis. Les portages et remastered, c'est une bonne façon de patienter en attendant les nouveaux jeux next-gen. Parce que ça permet de rattraper son retard sur les jeux de la génération précédente. Et sur ce coup-là, la rétrocompatibilité de la PS5 c'est caviar. Parce que même sans patch next-gen, les jeux qui dans le passé avaient reçu un patch PS4 Pro qui débloquait le nombre de FPS, pouvaient enfin tourner en 60 constant sur PS5. Et le top, c'est la PS Plus Collection. Sans surcoût sur ton abonnement, Day One on te fournissait une vingtaine de jeux vraiment très bons de l'ère PS4. Uncharted 4, God of War, The Last of Us, Ratchet & Clank, et surtout Bloodborne, le tout premier vrai jeu PS4 qui m'a donné envie à l'époque. Salut CRM, j'ai enfin acheté mon premier vrai jeu PlayStation 4, parce que jusqu'à maintenant c'était un peu la dèche. Je te renvoie à ma vidéo bilan des 1 an de la console où je parle de ses exclus. Depuis on a juste eu The Order 1886 et Bloodborne. Et aujourd'hui je te parle de celui qui est pas pourri. Je l'ai fait 2 mois après sa sortie, parce qu'avant ça je faisais le tour du monde. Je l'ai d'ailleurs acheté pendant mon escapade à Hong Kong. Je rappelle, la PS4 est dézonée hein. Mais du coup la version que j'ai est que en chinois ou en anglais. Ça va, je m'en fous. Ce qui m'a cassé les couilles, c'est que les touches sont inversées dans les versions asiatiques. Nous on est habitué à valider avec la touche croix et annuler avec la touche rond, et c'est comme ça dans tous les jeux. Et ben en Asie c'est le contraire. Tu valides avec rond et tu annules avec croix. En soi c'est plus logique, mais ton cerveau il est pas habitué à ça. Du coup tu le tortures à devoir tout inverser. Il suffit qu'entre temps tu rejoues un jeu normal où faut valider avec croix, et là c'est bon, ton cerveau il déraille, tu chopes un AVC, convulsion, sida, merci Bloodborne.
Du coup, mon conseil, même si tu peux économiser 20 boules en achetant ton jeu à l'étranger, fais quand même gaffe. Parfois, c'est mieux d'acheter une version française bien de chez nous. La France aux Français! Oula, je m'emballe. Bon, il serait peut-être temps que je parle du jeu. Tu le sais, c'est fait par les mêmes créateurs que la série des Souls. Perso, j'avais juste fait Demon's Souls sur PS3 l'an dernier. Enfin, j'avais commencé, j'avais pas le courage de le finir. Avec Bloodborne sortait bientôt, je me suis dit que je ferais plutôt celui-là à la place. Parce qu'il m'attirait un peu plus, notamment dans le style graphique, le design, l'ambiance, tout ça. Alors j'ai commencé, et je suis mort. J'ai réessayé, et je suis mort. Et ça au moins 20 fois. Et je suis tombé sur internet sur des articles et des vidéos, comment bien débuter dans Bloodborne, les choses à savoir. Vu que dans le jeu t'es pas du tout guidé, ça m'a grave aidé. Et petit à petit je commençais à mieux maîtriser le gameplay, les attaques, les esquives, les contres. Et je me suis rapidement mis à m'éclater sur ce jeu. En plus il y a plein de trucs relous des épisodes précédents qui ont été virés dans celui-là. La gestion du poids de l'équipement, la lourdeur du personnage, le fait de perdre une partie de ta barre de vie quand tu crèves, ça le rend beaucoup plus agréable à jouer et plus accessible aux nouveaux venus. Enfin tout est relatif, il est quand même super difficile et exigeant, surtout comparé aux autres jeux du moment. Mais c'est ce challenge qui le rend génial, tu crèves, tu réessayes et tu t'améliores à chaque fois. C'est bien qu'à la fin du jeu t'es forcément méga bon et t'as trop envie de reparcourir toutes les zones une nouvelle fois parce que maintenant elles te paraissent beaucoup plus faciles. Il a tellement de qualité ce jeu, les combats vraiment intenses et techniques, les zones à explorer super bien foutues, le level design est tellement énorme que ça va te faire bizarre de repasser sur d'autres jeux moins travaillés. La rejouabilité est ouf, rarement un jeu n'a autant mérité son New Game Plus, le côté RPG te permet de customiser ton personnage et tes armes comme tu le veux. Bref, je vais m'arrêter là, ça va en devenir indécent si je continue d'insister sur à quel point j'ai pris mon pied sur Bloodborne. Mais il a quand même des petits défauts. Le lock de la caméra part parfois en couille quand il y a plusieurs ennemis ou un boss trop grand. Le scénario est volontairement trop vague et en retrait. Et les temps de chargement sont longs. Même après la récente mise à jour. C'est un peu chiant mais c'est pas le genre de défaut qui te feront lâcher le jeu. Tu sais quoi? En écrivant cette chronique j'ai fait un lien un peu improbable avec un autre jeu que j'adore. Zelda 2. C'est clairement mon jeu préféré de la NES, et je trouve qu'il a pas mal de points en commun avec Bloodborne qui m'ont procuré les mêmes plaisirs de jeu. Ils sont tous les deux super difficiles, tu vas mourir plein de fois jusqu'à bien les connaître, ils sont techniques dans leur combat, tu peux pas foncer tête baissée en essayant d'être bourrin. T'as un côté RPG qui te permet de monter en niveau, mais ça suffit pas, il faut quand même savoir bien jouer derrière. Et t'as un grand monde à explorer avec plein de secrets cachés. Mais bon, avec 30 ans d'écart bien sûr. Donc selon moi, Bloodborne est à ce jour le meilleur jeu PlayStation 4. Est-ce que je le conseille? Ben ouais, mais ça dépend de tes goûts. Si t'aimes pas les RPG, ni les jeux d'exploration, ni les combats, tu vas peut-être pas kiffer. Après c'est quand même un jeu atypique, faut tester pour se faire un avis. Et au pire c'est pas grave, hein, si tu le fais pas ou que t'as pas envie d'acheter de PS4, ça change rien à ta vie. Y a tellement de choses plus importantes. Mais bon, je l'ai quand même bien aimé. A plus tout le monde, à bientôt. Au final, mes 2 premières années sur PS4 ont surtout été marquées par Bloodborne et The Witcher 3. À part ça, j'y ai très peu joué. Donc quand ils ont sorti la PS4 Pro la 3ème année, j'ai refusé de faire mon pigeon. Ma PS4 n'avait pas été assez rentabilisée pour que j'en achète une nouvelle. Et puis de toute façon, j'étais passé à la 3DS, puis à la Switch pas longtemps après. Mais c'est à partir de ce moment-là à peu près que les grosses exclus PS4 ont commencé à sortir en nombre. Ça m'a fait réaliser que j'avais acheté ma console au moins 3 ans trop tôt. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai refusé d'acheter le premier modèle de PS5. J'attendrai le prochain, je veux pas que l'histoire se répète. Mais malgré tout, pour un début de vie, la PS5 s'est bien défendue. Et il n'y a pas de doute sur le fait que d'ici la fin de sa production, on aura eu un paquet de hits dessus. Tout comme ça a fini par être le cas sur PS4. D'ailleurs maintenant, après toutes ces années, quels sont mes jeux préférés de la PS4, me demandez-vous? Bah si ça vous intéresse vraiment, ça tombe bien, puisque j'ai déjà fait un top 10 de mes exclus préférés dessus.